Nous allons aborder la question de la résolution avec Python d'un système linéaire d'équations. Autrement dit, nous allons chercher à résoudre un système d'équations qui matriciellement peut s'écrire sous la forme a fois x égale b. Posons le problème. On imagine que l'on dispose de n équations à n inconnus, avec finalement, pour ces n équations, donc par exemple a11 x1 plus a12 x2 jusqu'à a1n xn égale b1, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc on a bien n équations. Donc aij, ce sont les éléments finalement qui sont connus, donc c'est, alors rappelez-vous que quand vous écrivez aij, c'est dans le sens toujours ligne-colonne. Donc par exemple, ici on voit bien que cet élément-là est bien dans la première ligne et la deuxième colonne. Les BI, alors les BI sont finalement ici, donc voilà, il n'y a pas de problème, il y en a n, donc ce sont des paramètres qui sont connus, et puis les inconnus du problème sont les xi, pour i variant de 1 jusqu'à n. Alors bien évidemment, on va considérer dans ce chapitre essentiellement ce que l'on appelle un système de Cramer. Alors normalement vous avez fait ce cours en début d'année, donc je vous rappelle qu'un système de Cramer, c'est un système pour lequel finalement la matrice A de ce système est carrée, donc c'est-à-dire que le nombre de lignes égale le nombre de colonnes, et en plus le rang de l'image de A, si mes souvenirs sont bons, vaut justement en fait petit n. Alors une autre façon de dire cela, c'est que il n'y a qu'une seule solution pour ce système de Cramer. Ce système peut se mettre sous la forme donc matricielle a fois x égale b, bien sûr, avec les aij ou les aik, suivant comment on l'écrit, ce sont les éléments en fait de la matrice A, qui est une matrice appartenant, on va dire, à l'ensemble des matrices à valeur dans R. Alors je cherche mes mots. Donc les matrices carrées, donc les matrices carrées de dimension n à coefficient réel. X, c'est un vecteur appartenant à Rn, et B, c'est aussi un vecteur appartenant à Rn. On rappelle le principe de la méthode de Gauss, donc de la méthode d'élimination de Gauss, ou du pivot de Gauss que vous avez vu normalement. L'idée, c'est qu'on va chercher à triangulariser le système. Donc triangulariser le système, c'est faire un ensemble d'opérations sur les lignes qui vont faire en sorte que l'on va éliminer tous les termes qui sont en dessous de la diagonale principale. Donc on va éliminer par exemple ici A2, A2,1, A2, A3,1 et ainsi de suite. Donc on va avoir ici un seul terme à la fin, deux termes, trois termes et on remonte, et donc ça fait bien un système qui est triangulaire. Et puis on va faire une phase de remontée, c'est-à-dire que cette équation nous donne directement xn, celle qui est au-dessus va nous donner alors xn-1, et par ainsi de suite, on va récupérer tout. Pour bien comprendre les choses, on va étudier ce système-là, alors que j'ai écrit sous cette forme-là, donc x2 plus x3 égale 1, x1 plus x3 égale -1, x1 plus x2 égale 2. Ce qui, matriciellement, revient à un système a fois x égale b, avec a, cette matrice-là, et b, cette matrice colonne, c'est-à-dire ce vecteur ici. On va noter les choses pour l'instant avec le module NumPy. Donc on va utiliser des tableaux NumPy. Et donc ces deux, alors entre guillemets, matrices NumPy vont s'écrire sous la forme, bien sûr, alors vous voyez bien, np.array 0.0, 1.0, 1.0, donc ça c'est la première ligne. Ensuite la deuxième ligne, 1.0, 0, 1.0, donc parfait. Et puis ainsi de suite, voilà. Et pareil pour B. Alors vous ferez attention à l'écriture de B. Et l'écriture de B, c'est bien, ici, vous voyez bien le double crochet, puisque je veux construire un vecteur colonne. Alors vous verrez bien, je vais l'écrire ici. Oui, bien sûr, il faut peut-être importer NumPy. Import NumPy as np.
Et on a bien normalement... qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il est lent? Oui, il faut peut-être que j'affiche B. Voilà. Donc on a bien ici le tableau NumPy associé. Alors d'ailleurs, normalement, j'ai dû l'afficher. Non, je ne l'ai pas affiché. Bon. Alors maintenant que j'ai fait cela, je vais essayer de construire progressivement les différentes opérations sur les lignes dont j'aurai besoin pour fabriquer mon pivot de Gauss. On va faire d'abord une première opération qui est une opération toute simple, qui est une multiplication d'une ligne par un réel alpha. Autrement dit, d'un point de vue pseudocode, eh bien, je vais dire que alpha Li va être affecté à Li. Voici une première proposition que je vous donne, qui est celle-ci. Et je dis voilà, je vais construire une fonction, je vais implémenter une fonction qu'on va appeler multiplication, multi, donc du tableau A, où je vais prendre la ième ligne. Alors la ième ligne, attention bien sûr, hein, c'est la ième ligne au sens de l'informatique, sachant que les indices commencent toujours par 0. Avec une multiplication par alpha. Alors je vous rappelle que lorsqu'on travaille sur les tableaux NumPy, une bonne façon d'isoler une ligne, c'est de dire qu'une ligne, c'est l'ensemble des éléments dont l'indice de ligne vaut i, et je prends tous les indices de colonne. Donc 0,2 points, ça veut dire je n'impose rien sur les indices de colonne, je prends tous les éléments. Donc 0,2 points, ça va de 0 jusqu'à la fin, donc ça me permet de récupérer toute la ligne. Et je dis AI, 0,2 points, eh bien vaut maintenant alpha fois cette même ligne. Alors, je vous propose d'essayer multi A1, 0, autrement dit, je vais multiplier par 10 la deuxième ligne. Je teste, effectivement, ça marche. Alors, vous remarquez aussi une autre chose, c'est que cette fonction, alors notez bien parce que ça va être très important dans la suite, cette fonction ne présente pas de return. Alors c'est ce qu'on appelle une fonction qui fait une modification en place, donc autrement dit, l'appel de la fonction, sans être affecté à rien du tout, modifie la matrice, modifie le tableau. Donc je n'ai pas dit par exemple A égale multi de A, 1,10, c'est d'ailleurs ça n'aurait aucun sens puisque vous pouvez essayer, si vous faites ça, vous allez avoir un non, enfin un non-type, c'est-à-dire que cette fonction-là ne renvoie rien. Donc autrement dit, le type de multi, c'est non, enfin c'est non-type, ce n'est pas quelque chose qui est typé. Donc ici, pas besoin d'affectation, c'est une modification en place. Et je dis ensuite, print A, donc pas de problème. Voilà. Ensuite, deuxième opération, j'aimerais permuter, échanger deux lignes. Donc autrement dit, j'aimerais que la ligne I devienne la ligne J, que la ligne J devienne la ligne I. Alors, je vais essayer. Alors, il y a peut-être une erreur. Ouais, c'est bon. Alors, j'ai copié deux fois la même syntaxe, bon, c'est pas très grave. Donc, j'ai dit échange. Alors, ce que je vais faire, pour faire un échange, je vais créer d'abord, je vais stocker la ième ligne. Je stocke la ième ligne dans un tableau auxiliaire. Et je dis, voilà, la ième ligne maintenant, c'est la jème ligne, et la jème ligne, j'ai perdu la ième ligne, non, elle est dans le tableau auxiliaire. Donc, techniquement, ça me semble très bien. Donc, on va tester, on va essayer d'échanger la deuxième ligne et la première ligne. J'essaye, et ça ne marche pas. Ça ne marche pas, alors vous pouvez vérifier, c'est faux, parce que vous voyez que maintenant, la première et la deuxième sont les mêmes. Alors que normalement, si je reprends le tableau de départ, qui est ici, si j'avais échangé les deux premières, j'aurais dû obtenir 0, 1, 0, 1, et puis 0, 1, 1. Et donc deux lignes qui sont différentes, bien sûr. Et là, ça ne marche pas. Alors pourquoi ça ne marche pas? C'est que c'est un problème qu'on appelle de copie. En informatique, se pose une question qui est de dire, notamment en Python, quel est le sens du mot égal? Est-ce que c'est une vraie copie? Alors, on rappelle que lorsqu'on a des objets simples, comme les flottants, on dirait la mécanique quantique, les flottants, la copie est une vraie copie. Alors, je m'explique, figure 7, si je prends par exemple
ici, je dis voilà, je prends A égale 1, et je dis que B vaut A. Je demande la valeur de A, pas de problème, ça vaut 1. Je demande la valeur de B, pas de problème, ça vaut 1. Je change la valeur de A, je demande la valeur de A, c'est 2, je demande la valeur de B, elle n'a pas changé, c'était toujours 1. Donc autrement dit, dans cette ligne-là, Python, ce qu'il fait, c'est une vraie copie, c'est-à-dire qu'il va copier la valeur. Il dit, lorsque je fais B égale A, c'est ce qui semble logique, je dis, j'évalue la valeur de A, donc 1, et je la stocke dans B. Et je crée une variable différente. Donc les deux sont indépendantes. Je peux modifier A sans modifier B. Malheureusement pour nous, lorsqu'on a des objets structurés, c'est-à-dire des tableaux, des listes, des tuples, des dictionnaires, la copie n'est pas une vraie copie, c'est pas une copie de valeur, mais une copie d'adresse. On parle souvent de ce qu'on appelle une copie superficielle, c'est-à-dire que l'on va copier la structure du tableau, on va y mettre les adresses des éléments, mais pas copier les valeurs des éléments. Autrement dit, je crée un tableau A. Alors ce tableau est très simple, c'est un tableau en ligne 0, 1, 2. Je crée un tableau B qui est alors une copie de A, mais on va voir une copie non pas indépendante, mais c'est une copie superficielle. Je prends A, voilà, pas de problème, j'aurais pu afficher B d'ailleurs, ça aurait été la même chose. Alors là j'ai une coquille monstrueuse que je vais corriger. En fait ça sert à rien ici, le B égale A, j'aurais dû simplement dire B. Oui, en fait j'ai recopié plusieurs fois les choses. Alors je vais changer cela. Je changerai ça sur le site, c'est pas très grave. Donc page 17. Page 17. Page 17, à revoir. Alors, on va oublier le début. Donc je dis voilà, je fais B égale A, pas de problème, j'affiche A, j'affiche B, j'affiche A, j'affiche B, et ça donne le même résultat. Bon. Maintenant, je change le premier élément de A. Donc si je change le premier élément de A, je dis que le premier élément de A c'est 10. Si je demande ce que c'est A, pas de problème, il l'a changé, c'est logique. Mais maintenant, si je demande B, il l'a aussi changé. Autrement dit, la B n'est qu'une image de A qui n'est pas indépendante. C'est-à-dire que c'est pas deux objets différents. Autre façon de dire les choses, en modifiant la valeur de l'un, je modifie la valeur de l'autre. C'est pour ça là qu'en informatique, on parle de copie superficielle. Si l'on veut faire une vraie copie, c'est-à-dire quelque chose qui est indépendant l'un de l'autre, donc soit on recrée à la main un tableau tout seul, où on copie un à un tous les éléments de la matrice A, donc avec une double boucle for imbriquée, donc deux boucles for imbriquées sur les lignes et les colonnes. Sinon, en fait, si on n'a pas envie de se prendre la tête, on fait directement l'utilisation de modules qui font ça. Donc par exemple, en Python pur, il existe un module qui s'appelle copy, donc, et on va chercher la fonction qui s'appelle deepcopy. Et alors en NumPy, il existe aussi une fonction qui fait la chose. Donc la méthode copy du module NumPy fait aussi le travail. Et donc là, on peut chercher. Donc ce que je vais faire ici maintenant, c'est que je vais modifier. Je vais faire une vraie copie, ici, de A. Et puis maintenant, je vais dire que J devient I. Donc là, je fais la modification. Et puis je dis, voilà, la valeur auxiliaire, ici, c'est J. Et en fait, dans ce cas-là, ça marche. Et on peut tester maintenant, si je fais l'échange, ça passe sans aucun problème, on a bien échangé les deux premières lignes. On peut aussi faire, si on n'a pas envie de se prendre la tête avec ces éléments-là de copie, faire une copie à la main, élément par élément. Donc ici, en fait, si je vais chercher size, alors size, c'est juste pour chercher la taille soit du nombre de lignes, soit du nombre de colonnes. Alors ici, c'est pour chercher le nombre de lignes. Et je dis simplement, je fais en fait un échange élément par élément. Alors ici, c'est la double permutation, vous voyez, donc c'est la double affectation, excusez-moi. Donc je dis que le terme IK et le terme JK sont permutés, sont switchés. Et comme les termes IK et les termes JK, c'est des flottants, il n'y a pas de problème. C'est des vraies copies. Là, le égal va être une vraie copie en faisant donc la double affectation. Donc j'ai fait ça.
Donc autrement dit, ici, ce qui va se passer, c'est que je vais d'abord échanger ces deux premiers éléments, le 1 et le 0, ensuite je vais échanger le 0 et le 1, puis je vais échanger le 1 et le 1. Alors aussi une autre chose que j'ai oublié de préciser, rappelez-vous que si vous travaillez sur des tableaux NumPy, en fait ces tableaux vont être homogènes. Alors ça peut sembler assez anodin, mais vous remarquez qu'ici, cette matrice, d'un point de vue mathématique, j'ai mis que des 0 et des 1 qui semblent des entiers. Alors ici, remarquez que j'ai quand même précisé à chaque fois que c'était des flottants. Alors c'est super important parce que ce sera en TP en fait une erreur commune. C'est que si j'avais mis 0, 1, 1 sous la forme d'entier, vous auriez eu des problèmes puisque vous auriez défini en fait une matrice d'entiers qui n'aurait pas pu permettre la création ensuite de flottants. Donc essayez simplement d'écrire des flottants parce que bon, il y aura des divisions, donc vaut mieux en fait être sûr que tous les éléments peuvent devenir des flottants. Donc ça on s'en fiche, tac, 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 échange, ça c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, ouais. Alors là aussi, je ne sais pas pourquoi en fait ça a apparu deux fois, il faudra que je corrige. Page 20. Alors ensuite, ça je l'ai dit, et j'en étais arrivé ici. Alors maintenant, la combinaison linéaire, ce que j'aimerais bien faire, c'est que à la ligne I, on affecte la ligne I plus alpha fois la ligne J. Donc c'est une combinaison linéaire de deux lignes. Alors ici, en fait, je peux écrire cela sous cette forme-là. Je dis, bah, la ligne I devient la ligne I plus alpha fois la ligne J. Alors je vais tester. Je fais la combinaison donc pour la matrice A entre la première ligne et la deuxième ligne multipliée par 10. Et effectivement, bah, ça me donne bien 10, 1, 11, ce qui est assez logique. Revenons maintenant sur le principe de la méthode du pivot de Gauss. On va, pour chaque colonne, on va balayer les colonnes. Donc on va balayer les colonnes une à une en commençant par la gauche et on va chercher l'élément de valeur maximale, en valeur absolue. Si tous les éléments de la colonne sont nuls, ça veut donc dire que le système n'est pas de Cramer, la matrice n'est pas inversible, et donc ça veut dire qu'il n'y a pas de solution. Ensuite, on va échanger éventuellement la ligne du pivot avec la ligne K. Alors ça veut dire que grosso modo, on va placer le pivot sur la diagonale de la matrice. On divise ensuite tous les éléments de cette ligne K par ce pivot. Alors ce qui permet de faire en sorte que l'élément de la diagonale va devenir égal à 1. En fait, ça va permettre d'avoir une matrice à diagonale unitaire. Et puis enfin, on remplace chaque ligne qui est en dessous du pivot, chaque terme en dessous du pivot par 0. Comme ça, on est sûr que c'est une matrice qui est triangulaire supérieure. Et pour cela, on va dire simplement que on va faire ça. Donc LI va devenir en dessous du pivot, donc LI va devenir LI moins AIK LK. Alors il suffit de l'écrire, hein, c'est pas très compliqué. Cette méthode de pivot partiel permet de s'affranchir de l'éventualité où le terme AKK en fait soit nul. Par exemple, si le terme A11 est nul, on cherche dans les lignes en dessous le terme de valeur maximale et il sera appelé le pivot partiel. Alors cette recherche du pivot, on va essayer de la faire d'abord, on va essayer de l'écrire. Donc on va tout d'abord écrire une méthode de recherche du pivot partiel. Pour une colonne K, on détermine alors dans les lignes en dessous, alors j'aurais même dit dire ici d'ailleurs pour J supérieur ou... Non c'est bon, J supérieur ou égal, parce que ça peut être déjà le pivot, le coefficient maximal, la valeur maximale, et puis on renverra alors la position de ce pivot. Donc très simple, méthode de recherche du pivot partiel dans la colonne K, et je dis, au préalable, je suppose que la valeur recherchée c'est K, donc je suppose que le pivot au départ est bien placé, et je dis simplement pour toutes les lignes J au moins supérieure à K, si la valeur absolue de cet élément-là dans la colonne K, donc c'est l'élément de ligne J colonne K, est supérieur à ce qui a été stocké précédemment, le nouveau pivot, ce sera I égale J, la nouvelle ligne du pivot, ce sera I égale J, je finis, return I. Print pivot, alors par exemple, j'ai testé sur la matrice A,
Donc pour la première colonne, le pivot, alors ici ça vaut eh bien 1, puisque c'est cette valeur-là qui est supérieure à cette valeur-là, et comme celle-ci n'est pas strictement supérieure à l'autre, bah, on va se rester sur la première. Donc je reviens, tac, pas de problème, ça fait 1. Donc tac, j'étais de ligne, voilà, ça c'est bon, pivot, pivot, ouais, c'est bon. Ensuite, triangularisation. Pour triangulariser, on va balayer les différentes colonnes. Pour chaque colonne, on va déterminer le pivot partiel que l'on déplace sur la diagonale, si ce n'est pas déjà le cas. On annule ensuite tous les éléments de la colonne K situés sur les lignes en dessous du pivot en faisant l'opération LI, eh bien, devient LI moins AIK sur AKK LK. Alors, éventuellement ensuite, on rend unitaire eh bien, la diagonale. Alors ici, en fait, vous voyez que j'ai divisé par AKK parce que je fais l'annulation des termes avant de rendre unitaire la diagonale. Si j'avais déjà rendu unitaire la diagonale, donc si j'avais fait rendu unitaire le terme de la diagonale, ben, j'aurais pas eu besoin de diviser par AKK. Bon, c'est pas très grave. Et donc on va essayer de regarder, triangle, je récupère la taille de la matrice, alors je peux même faire un len, hein, ça marche très bien aussi, for k in range n, je recherche le pivot que j'appelle pivot, je fais l'échange entre la position du pivot et la diagonale, donc pas de problème, et puis pour tous les éléments qui sont situés en dessous de la diagonale, eh bien, je vais définir un coefficient multiplicateur alpha, qui est le coefficient juste en dessous. Je fais la combinaison linéaire qui était ici, et puis je multiplie eh bien, la matrice A. Alors, il faut que je ne me plante pas, oui, c'est ça. Et à la fin, donc, ce que je vais faire, c'est que je vais rendre unitaire l'élément qui est sur la diagonale, et pour cela, je multiplie toute la colonne, toute la ligne K par le coefficient 1 sur AKK. Alors bien évidemment, hein, je fais que des opérations sur les lignes et il est hors de question de modifier uniquement un seul terme. Pour que ça ait, on va dire, pour qu'on puisse définir des matrices semblables, je crois, il faut faire des opérations uniquement sur les lignes. Et puis à la fin, return A. Alors je peux tester. Vous voyez qu'ici, lorsque je prends la matrice de départ et que je fais l'opération de triangularisation, j'obtiens 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, c'est bien une matrice triangulaire supérieure. Alors derrière, ici, elle n'a que des coefficients 1. Remarque, on peut commencer par copier la matrice pour ne pas modifier A dans la résolution du système. Et maintenant, pour la résolution, on a déjà triangularisé finalement le système, mais attention, pour que cette résolution ait un sens, il faut absolument faire les opérations sur ce système-là. Autrement dit, si je fais une opération sur une ligne, une multiplication ou ce genre de choses, je la fais à la fois sur les membres de gauche, mais aussi sur les membres de droite. Donc toutes les opérations que j'ai faites sur la matrice A, je dois maintenant les faire aussi sur la matrice B. Vous comprenez l'intérêt d'avoir écrit en fait une matrice B sous la forme vectorielle, sous la forme d'une matrice colonne. Alors, c'est ici, je quitte, on est en figure, tac, résolution 1, figure 18. Alors, c'est ce script-là, si je ne me suis pas trompé, alors ça c'est résolution 2, j'ai un décalage de 1. Alors, donc voici la matrice, le script recherché. Donc, première ligne, je définis la taille de ma matrice de départ. Donc ici, résolution, ça va être une méthode de résolution qui va me renvoyer la solution. Donc ce que je fais, c'est que, d'abord, je crée 2 copies pour ne pas modifier les matrices de départ, pour ne pas les perdre. Donc je vais travailler sur les copies. Et c'est des copies profondes. Je fais la méthode de triangularisation, et vous voyez que, bon, pivot, ça ne change pas, mais maintenant, les opérations sur A,
sont dédoublées, et il y a aussi les opérations sur B. Le coefficient alpha, je le stocke. Alors ça, c'est super important, c'est une erreur classique de TP. Si je stocke pas ce coefficient-là et que je fais directement la combinaison avec ici, en remplaçant par alpha ce terme-là, ben j'aurais fait d'abord une modification de A, et lorsque je vais faire l'appel pour la modification de B, ben ça ne marchera pas parce que ce ne sera pas le même coefficient multiplicateur. Donc autant stocker dès le départ le coefficient multiplicateur. Comme ça, les deux matrices sont modifiées par le même coefficient. Ensuite, je définis un nouveau coefficient alpha, je ne suis pas très original, qui me permet de faire une multiplication de chacune des deux lignes ici. Et puis maintenant, je vais créer une solution. Cette solution, je l'appelle x. Elle est de taille n, elle est remplie au départ de 0, et je fais ici la phase de remontée. Alors la phase de remontée, je vous laisse y réfléchir. Je commence par la fin, et je fais à chaque fois, je récupère xn, xn-1, et ainsi de suite. Alors, il y a une autre solution que je peux vous proposer, mais elle est pas forcément passionnante. C'est que je fais une concaténation en fait de A et de B. Alors, je ne sais plus comment on appelle ça en mathématiques, une matrice augmentée, je crois. Vous appelez ça une matrice augmentée dans le cours de maths. Donc, c'est A/B, je crois. Bon, en fait, ici, ce que je fais, c'est que je définis une nouvelle matrice que j'appelle AB, qui est la concaténation de A et de B. Alors, pour faire simple ici dans l'exemple, ça revient à construire une matrice où de taille, alors toujours de 3 lignes, mais de 4 colonnes, où j'ai collé B à A. C'est la matrice augmentée que vous avez définie dans votre cours de maths. Alors ça ne change pas grand-chose, c'est juste qu'en fait, je vais faire qu'une seule... comment dirais-je, je vais... où est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Oui, c'est ça. Ça ne change pas grand-chose. Ça ne change pas grand-chose. Ça veut simplement dire ici que je fais la triangularisation directement sur AB et j'en récupère le résultat. Alors d'ailleurs, dans cet exemple-là, je ne suis pas très intelligent, puisque j'aurais pu d'abord faire la triangularisation, puis le hachage. Ça m'aurait fait gagner une opération. Parce que là, je fais 2 fois la triangularisation, c'est pas très intelligent. Alors, test et comparaison. Il se trouve que, encore une fois, c'est ce qu'on fera en TP. Une fois qu'on se sera cassé les dents à écrire le pivot de Gauss, on se rendra vite compte en fait que c'est pas très efficace ce qu'on a fait et qu'il y a des méthodes beaucoup plus efficaces. Et typiquement en NumPy, eh bien, il y a une méthode en fait qui s'appelle, alors dans le sous-package linalg, donc linéaire algebra, eh bien, il y a une méthode qui est déjà implémentée. Alors on va essayer de vérifier ce qu'elle nous donne. From, je vais dire import NumPy as np, et je vais demander let Python, qu'est-ce que j'écris? Help, alors np.linalg.solve. Qu'est-ce qu'il me fait là? J'écris n'importe quoi. Alors on voit en fait ici que Python nous donne pas mal d'informations. Alors ici il l'écrit, je vais un peu agrandir, tac, voilà, c'est ça. Donc il vous dit que solve, c'est une méthode en fait qui permet de résoudre une équation linéaire matricielle ou un système linéaire d'équations scalaires. Ça finalement calcule la solution exacte, alors il vous met avec des guillemets parce que c'est exact au flottant près, aux erreurs sur les flottants près, en définissant un certain nombre de paramètres qui sont A et B, lui il les a écrits avec des minuscules, qui sont d'une part une matrice de taille n, et B, alors il vous dit bien qu'il faut que ça soit une matrice aussi qui est ordonnée. Alors la matrice ordonnée, ça c'est pas très important. Et il vous dit qu'il vous renvoie une solution qui est finalement AX égale B, qui a exactement la même forme que B. C'est-à-dire que si vous lui avez donné B comme étant une matrice colonne, il vous renverra une matrice colonne. Et il vous donne en fait un exemple ici, vous voyez, donc il vous dit, je prends le système qui est ici, et ça marche assez bien. Alors je teste. Alors d'ailleurs, il est assez bien foutu, parce que vous pouvez même lui donner pour B une matrice ligne, et il s'arrange pour à la fin vous donner une matrice ligne. Donc ça marchera tout le temps, c'est très très efficace cette méthode-là. Ça a été très bien implémenté. Quitte. Donc ici on va tester. Alors si je teste avec ma méthode, la solution c'est 0, 2, moins 1.
Et avec la solution donc, de solve, c'est la même chose. Alors là, il vous l'a renvoyé sous la forme d'une matrice colonne, hein, mais ça revient au même. Hein. Je peux toujours la transposer. Donc 0, 2, moins 1. Donc c'est parfait. Alors je vous laisse en fait lire le fait qu'on peut le faire en Python pur. Alors ça ne change pas grand chose, hein. Je vous laisse lire, j'ai tout écrit. Voilà, et ça marche aussi très très bien. Alors la première partie du TP que je vous donnerai dans une semaine ou deux, ça sera justement cela. Ça sera écrire le pivot de Gauss, et vous allez voir que vous allez faire énormément d'erreurs, mais c'est formateur. Complexité. Alors, je vous laisserai lire les détails du calcul. Je vais simplement dire qu'on considère une matrice de taille n. Si on réfléchit sur toutes les opérations qu'on fait, il y en a beaucoup, on arrive à la conclusion que le coût total de l'opération, alors j'aurais dû le mettre ici en gras, il est de l'ordre de n cube. C'est-à-dire que si vous multipliez, enfin si vous passez d'une matrice de taille 10 à une matrice de taille 100, le coût de l'opération est multiplié par 10 puissance 3, 1000. Alors je me suis amusé à générer aléatoirement alors des matrices A et à essayer de la triangulariser. Donc le coût, là on est sur le coût de la triangularisation. Et j'ai tracé le coût de la triangularisation d'une matrice A générée aléatoirement. Et on voit qu'ici, alors c'est en bleu et en rouge. En Python et en NumPy, on a des résultats assez similaires, à quelques erreurs près. Donc là, par exemple, vous voyez que ça va d'une matrice de taille 100 à une matrice de taille 1000. Et puis, l'inalg, alors si je trace n cube, c'est la même chose ici, hein, donc c'est en logarithmique, hein, bien sûr. Donc ici, vous voyez que c'est parallèle, donc ça veut bien dire que mon opération est comme grand taux de n cube. Alors ça, je les réécrirai. Ouais, non, c'est bon. Donc grand taux de n cube. Et si je poursuis, je peux maintenant regarder le coût de la résolution. Alors pourquoi j'ai copié deux fois la même chose? Non, c'est bon. Donc je l'ai mis avant, c'est assez bête. On peut maintenant regarder le coût de la résolution par les différentes méthodes. Alors on voit que la méthode la moins coûteuse, c'est l'inalg. Alors c'est une méthode qui est très peu coûteuse. On voit que finalement l'inalg est bien en n cube. Alors ici elle est bien en n cube. Alors on voit que les autres, alors c'est pas vraiment n cube parce qu'il y a des opérations qui sont cachées. Notamment par exemple pour NumPy, la création des tableaux NumPy dont l'évaluation en temps est assez complexe. Et on voit encore une fois ce qu'on avait dit au début de l'année, c'est que si on a des petits tableaux, ça sert à rien de faire du NumPy. En fait, Python pur est beaucoup plus efficace. Par contre, dès qu'on arrive à des tableaux qui sont déjà de taille 100, voire un peu plus, en fait, NumPy devient beaucoup plus efficace. Là, vous voyez que vous avez un gain de temps. Mais que quoi qu'il arrive, ma méthode est quand même largement moins efficace, finalement, que la méthode qui a été implémentée dans l'inalg, parce qu'il y a tout un tas de coûts qui sont enlevés, des opérations inutiles enlevées, et ainsi de suite. Mais quoi qu'il arrive, bon allez, à la louche, tout ça c'est en n cube. Vous voyez ici, hein, tout ça c'est parallèle, donc comme on est en logarithme, tout ça c'est parallèle, ça a la même pente qui vaut 3. Alors là j'ai vraiment pas mal d'erreurs, il faut que je recopie, je vérifie. J'ai pas eu le temps de tout vérifier. Oui, non, pardon, c'est bon. On peut même observer en fait ce qui se passe. Coût de la résolution, non, je pense que j'ai un peu raconté n'importe quoi ici. Maintenant, il y a une deuxième chose, c'est que je peux aussi m'amuser à essayer maintenant d'inverser la matrice. Alors c'est assez intéressant parce que si j'inverse la matrice, ça revient aussi à résoudre le système puisque je vais dire que résoudre le système, ça revient à faire à la fin le produit matriciel A-1 fois B. Alors je vous laisse en fait regarder les détails, ça sera en fait fait en TP. Alors ça revient à la méthode de la triangularisation, sauf que cette fois-ci on va annuler à la fois les termes en dessous de la diagonale et les termes au-dessus de la diagonale. Donc c'est pour ça qu'il y a une seule ligne qui change. Et donc il n'y a pas de problème, hein, ça ne change pas grand-chose, et on arrive à faire encore une fois une inversion matricielle. Et à la fin, pour résoudre, il suffit de faire un produit matriciel. Alors,
je finirai sur un dernier point qui est un point culturel. Vous voyez que ces opérations sont extrêmement coûteuses. Et d'ailleurs, ça explique pourquoi dans les méthodes de recherche, lorsque l'on a en fait à résoudre des systèmes matriciels, on arrive très difficilement à dépasser les 1000 ou les 10 000 en taille. Hein. C'est quelque chose qui est très coûteux. Alors, dans certains cas, il y a quand même des méthodes qui permettent de trouver des petites astuces. Alors, il y en a une qui est culturellement très intéressante, qui s'appelle la méthode LU. Alors dans lequel je vous ai mis un petit problème à étudier en problème libre, qui est de dire, on imagine que l'on peut écrire la matrice A sous la forme d'une décomposition d'un produit d'une matrice triangulaire inférieure par une matrice triangulaire supérieure. Et bien, si on arrive à faire ça, c'est génial, parce que dans le cas d'une matrice triangulaire, on sait que son déterminant, c'est le produit des éléments qui sont sur sa diagonale. Donc déjà, déterminer le déterminant, ça va être facile. Et puis deuxième chose, si on a des matrices qui sont déjà triangularisées, bah, on veut dire, voilà, AX égale B, donc L fois U fois X égale B, et puis ben, ce qui revient à dire que L fois Y égale B. Alors, Y étant égal à U fois X. Et comme la matrice L est déjà triangularisée, bah, la résolution se résume à la phase de remontée. La recherche des solutions se fait par une phase de remontée. Ensuite, la recherche de X se fait par une phase de, alors il y a une coquille ici, une phase en réalité de descente, parce que c'est un triangulaire inférieur, donc c'est une phase de descente. Donc page 75, remontée. Et donc ces deux phases se font avec une complexité qui est quadratique. Alors je ne l'ai pas dit au-dessus, hein, mais la phase de remontée, c'est une complexité qui est quadratique. C'est la triangularisation et la résolution qui sont avec une complexité cubique. Et donc la phase de remontée, c'est pas ce qui coûte très cher. Et donc c'est ça qui est génial avec cette méthode-là, c'est que vous allez faire la décomposition LU. Le coût de la décomposition en lui-même, il ne change pas. C'est une décomposition qui est cubique. Cependant, lorsque vous lisez n'importe quelle revue d'analyse numérique, on vous dit que l'avantage de la décomposition LU par rapport à la méthode d'élimination de Gauss, c'est qu'une fois que vous avez fait la décomposition de A, on peut résoudre autant de systèmes A fois X égale B qu'il y a de valeurs de B, puisque ça ne coûte rien. Ça coûte en fait un coût quadratique. Le coût de toute résolution est beaucoup plus faible, puisque vous n'êtes pas obligé de recommencer. Autrement dit, dans le cas de la méthode du pivot de Gauss, quand on faisait en fait les opérations sur A, on devait aussi modifier B. Ça veut dire qu'on pouvait faire qu'une seule résolution à la fois. Et si je change B, ben je dois recommencer tout à zéro. Ici, je fais la décomposition LU, et bien maintenant je peux changer toutes les valeurs de B, et je peux résoudre avec autant de valeurs de B que je veux. Et donc ça fait gagner énormément de temps si je veux faire plein de résolutions pour plein de valeurs de B différentes. Voilà, c'est terminé.